Il y a un moment où tu te réveilles et tu réalises que tu pourrais mourir aujourd'hui et personne ne le remarquerait pendant des semaines. J'ai 83 ans, je m'appelle Marguerite et il y a 6 mois, je suis restée allongée sur le sol de ma salle de bain pendant 11 heures avant que quelqu'un ne me trouve. 11 heures, sur du carrelage froid, incapable de bouger, téléphone dans l'autre pièce, aucun moyen d'appeler à l'aide, juste moi, seule, à attendre, à me demander si c'était comme ça que ça allait se terminer. Et quand Sarah m'a finalement trouvée, quand l'ambulance est finalement arrivée, quand j'ai finalement été en sécurité dans un lit d'hôpital, le médecin m'a posé une question, une simple question, à laquelle je n'ai pas pu répondre. Qui est votre personne à contacter en cas d'urgence? Qui doit-on appeler? Et je me suis figée, complètement figée, parce que la réponse, la vraie réponse, c'était personne, il n'y a personne. Mon mari est mort il y a 15 ans, ma sœur Jeanne est morte il y a 2 ans, mes enfants vivent à des centaines de kilomètres, occupés par leur propre vie, le médecin attendait, stylo en suspens au-dessus du dossier, attendant un nom, un numéro de téléphone, quelqu'un. Et je lui ai donné le numéro de mon fils, David, habite à 6 heures de route, travaille 60 heures par semaine, a 3 enfants, un crédit immobilier, une vie, mais ce moment, ce terrible moment de ne pas avoir de réponse, il a révélé une vérité que j'évitais depuis des années, une vérité qui terrifie chaque personne âgée qui est seule. Si quelque chose m'arrive, si je tombe malade, si j'ai une urgence, il n'y a personne qui vient, pas immédiatement, pas de manière fiable, pas du tout, et je dois vous dire ce que j'ai appris durant ces 11 heures sur ce sol, dans les mois qui ont suivi. Parce que si vous êtes seul, ou que vous faites face à la solitude, ou que vous êtes terrifié d'être seul, dans vos dernières années, vous devez savoir ce que personne ne vous dit, ce que personne ne veut admettre, et plus important encore, ce que vous pouvez réellement faire pour survivre. Pas de la théorie, pas de platitude, pas de reste positif, absurde, des stratégies pratiques, concrètes, qui sauvent des vies, parce que j'ai trouvé la solution, de justesse. Et je vais vous dire comment. Richard est mort quand j'avais 68 ans, crise cardiaque, soudaine, parti. On avait été mariés 46 ans. Il n'était pas parfait. Notre mariage n'était pas parfait, mais il était là, quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui savait où étaient les papiers d'assurance, quelqu'un qui remarquait si je ne descendais pas pour le petit déjeuner. Quand il est mort, la maison est devenue silencieuse. Ce genre de silence qui pèse sur ta poitrine rend difficile de respirer. Mais j'avais encore des gens, j'avais encore ma sœur Jeanne, je parlais encore régulièrement à mes enfants, j'avais encore des amis de l'église. Alors j'ai pensé, ça ira, je ne suis pas vraiment seule, mais ensuite, lentement, une par une, elles ont disparu. Jeanne, il y a 2 ans, assise dans sa cuisine, en train de faire du thé, crise cardiaque, morte avant que la bouilloire ne siffle. Je l'ai appris 3 jours plus tard. 3 jours, parce que sa fille a oublié de m'appeler tout de suite. Et j'ai réalisé, ma personne la plus proche, la seule personne qui m'appelait chaque semaine, qui connaissait ma vie, qui se souciait des détails, partie, amie de l'église. Ruth a déménagé dans le Midi pour être près de sa fille. Hélène est entrée en maison de retraite. Dorothée est morte au printemps dernier. Mes enfants. David a eu une promotion. Plus de responsabilités, plus de déplacements, moins de temps. Léa, ma cadette, en plein divorce, submergée, à peine capable de tenir le coup. Suzanne, là du milieu, m'a appelé à Noël dernier, a dit
Maman, je suis désolée de ne pas avoir été très présente. La vie est juste tellement. J'ai dit, je comprends, ma chérie, je vais bien. J'ai menti, complètement menti, parce que je n'allais pas bien. J'étais en train de disparaître, dans le silence, dans l'invisibilité. J'ai commencé à passer des journées entières sans parler à voix haute. À personne, pas un mot. Je faisais du café le matin, le buvais sur la terrasse, en silence, passais la journée, à lire, regarder la télé, fixé par la fenêtre, en silence, allais me coucher, seul, en silence, et je pensais, si je mourais maintenant, dans mon sommeil, combien de temps avant que quelqu'un ne le remarque? David appelle, peut-être une fois par mois, si j'ai de la chance. Léa envoie des textos. Comment vas-tu, maman? Générique, distant. Voisins font signe de leur voiture, ne s'arrêtent pas, ne demandent pas. Alors peut-être, une semaine, 2 semaines, avant que quelqu'un ne pense. Tiens, pas de nouvelles de maman récemment. C'est la réalité d'être vieille et seule, pas la solitude dont tout le monde parle. La terreur pratique, quotidienne, de vie ou de mort, de savoir. Personne ne surveille, personne ne vérifie, personne n'est là. Et c'est là que j'ai commencé à planifier, à obséder vraiment sur ce qui arriverait. Quand quelque chose tournerait mal, pas si, quand, parce qu'à 83 ans, les choses tournent mal, les corps lâchent, les accidents arrivent, les urgences surviennent, et j'avais besoin d'un plan, d'un système, d'un moyen de survivre, sans personne. Première chose que j'ai essayé, l'évidence, essayer de fabriquer de la connexion, forcer les gens à s'intéresser. J'ai commencé à appeler mes enfants plus souvent. Les appels hebdomadaires sont devenus quotidiens. Je prends juste des nouvelles, je disais, voix joyeuse, cachant le désespoir. David, 3e semaine d'appels quotidiens, a soupiré, ce soupir frustré. Maman, tout va bien, tu appelles beaucoup. J'aime juste entendre ta voix. Je sais, mais je suis au travail, et tu as appelé hier et avant-hier. Traduction. Arrête. Alors j'ai arrêté. Je me suis sentie pathétique, dans le besoin, embarrassante. J'ai essayé Léa, même résultat. Maman, je t'aime, mais je ne peux pas parler tous les jours. Je ne peux pas. Et j'ai compris. Vraiment, ils sont occupés, stressés, submergés. Mais comprendre ne résout pas le problème, ne te rend pas moins seul. Alors j'ai essayé de me faire de nouvelles amies, de construire une communauté. J'ai vu une annonce, centre pour seniors, mardi et jeudi après-midi, activités, socialisation, convivialité. Je me suis forcée à y aller, mardi, 14 heures. Je suis entrée dans une salle. 20 seniors, jouant aux cartes, faisant du bricolage, bavardant, femme à la porte, grand sourire, badge qui disait « bénévole ». Bienvenue, première fois? J'ai hoché la tête. Merveilleux, nous sommes si contentes que vous soyez là. Laissez-moi vous trouver une place. Elle m'a conduite à une table, 4 femmes, tricotant. Mesdames, voici Marguerite, elle nous rejoint aujourd'hui. Elles ont levé les yeux, sourire poli. Bonjour, puis retour à leur tricot, leur conversation, leur rythme. Je me suis assise, à regarder, pas incluse, pas partie prenante, juste là. Une femme, Clara, s'est finalement tournée vers moi. Vous tricotez? Non, je n'ai jamais appris. Oh, eh bien, il y a du coloriage là-bas si vous voulez. Coloriage, comme une enfant, avec des crayons. Je suis restée. 30 minutes, suis partie. Ne suis jamais revenue. Parce que voilà ce qu'on ne vous dit pas sur se faire des amis à 80 ans. Tout le monde a déjà ses gens, ses groupes établis, son histoire. Vous êtes l'étrangère, la nouvelle personne,
celle qui ne comprend pas les blagues internes, et s'intégrer à cet âge, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes en deuil, quand vous êtes désespéré, c'est presque impossible. J'ai réessayé, église différente, plus petite, soi-disant plus accueillante. J'y suis allée 3 dimanches d'affilée, me suis assise au fond et souris aux gens. Personne ne m'a parlé, pas vraiment, juste « Bonjour, contente de vous voir », générique, vide. 4e dimanche, une femme s'est assise à côté de moi, Marthe, peut-être 70 ans. « Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ?»« Oui, quelques semaines maintenant. »« Charmant. Eh bien, bienvenue. » Le service a commencé. Elle ne m'a plus adressé la parole. Après, j'ai marché vers ma voiture, seule, entourée de gens, complètement seule, et j'ai pensé, ça ne marche pas, cette tentative de créer de la connexion, ça ne marche pas, parce que tu ne peux pas forcer les gens à s'intéresser, ne peux pas fabriquer de l'amitié, ne peux pas créer de communauté à partir de désespoir. C'est là que j'ai essayé, la voie professionnelle, embaucher de l'aide. J'ai appelé une agence de soins à domicile. Mars, après les échecs à l'église, femme au téléphone, brusque, professionnelle. Nous offrons différents services, compagnie, préparation des repas, ménage léger, gestion des médicaments. Que recherchez-vous? Je ne sais pas, quelqu'un pour être là, me surveiller, aider si quelque chose arrive. D'accord, nous pouvons faire de la compagnie 3 fois par semaine, 2 heures par visite, ça ferait 600 € par mois. Mon estomac s'est serré, 600 €, avec mon revenu fixe, sécurité sociale et une petite pension. C'est mon budget course, mes factures, mes médicaments. Laissez-moi réfléchir, j'ai dit. J'ai raccroché. J'ai regardé d'autres options. Système d'alerte médicale, livraison de repas, service de transport, tout coûtait de l'argent. Argent que je n'avais pas sans sacrifier, quelque chose d'essentiel. Et j'ai réalisé. C'est le piège invisible. Tu es seul, tu as besoin d'aide, mais l'aide coûte de l'argent. Argent que tu n'as pas, parce que tu es vieille, retraitée, revenu fixe. Alors tu choisis, nourriture ou sécurité, médicaments ou surveillance, chauffage ou aide. Et personne n'en parle, personne ne te prévient qu'être vieille et seule n'est pas juste émotionnellement difficile, c'est financièrement impossible. Ça va paraître ridicule, mais j'ai passé une semaine entière, à essayer de déterminer si je pouvais me permettre à la fois mes médicaments pour la tension et un bouton d'alerte médicale. Les chiffres, ils ne fonctionnaient pas. Ensemble, j'ai fini par choisir les médicaments, évidemment, et juste espérer que je ne tomberais pas, que je n'aurais pas besoin d'aide, vivre d'espoir, pas de sécurité, pas de planification, juste espoir. Et l'anxiété constante, écrasante, elle me détruisait, je ne pouvais pas dormir, restais éveillée à imaginer des scénarios, et si je tombe, et si j'ai un AVC, et si, je ne pouvais pas manger, estomac noué, la nourriture avait le goût de carton, je ne pouvais pas fonctionner, juste exister dans la peur, en attendant le désastre, et puis le désastre est arrivé. Mais, mardi matin, tôt, je me suis levée, je me sentais étourdie. Salle de bain, besoin de m'asseoir. J'ai fait un pas, le sol a basculé, mes jambes ont lâché, je suis tombée, durement, la hanche a heurté le carrelage, la tête a heurté le bord de la baignoire, douleur aveuglante. J'ai essayé de me relever, je ne pouvais pas, ma jambe ne fonctionnait pas, tout faisait mal, téléphone, chambre, de l'autre côté de la maison, j'ai crié. Au secours, quelqu'un à l'aide,
Personne n'est venu, maison trop éloignée, fenêtre fermée. J'ai crié encore, et encore, jusqu'à ce que ma voix s'éteigne. Puis, silence, juste silence, et je suis restée allongée sur ce sol froid de salle de bain, et j'ai pensé, c'est ça, c'est comme ça que je meurs, seule, dans ma salle de bain, parce que je ne pouvais pas me permettre de l'aide, parce que je n'avais personne, parce que j'étais trop fière, trop têtue, trop seule. Le temps a cessé d'avoir un sens, la douleur est devenue tout. Je dérivais, entrais et sortais, pensant à Richard, à Jeanne, à mes enfants quand ils étaient petits, pensant « Je suis désolée, je suis tellement désolée d'être un fardeau, d'avoir besoin d'aide, de exister. » Puis, une voix, lointaine. « Madame Marguerite, Madame Marguerite, vous êtes là ?» Emma, douce Emma, 8 ans. « Ici », j'ai essayé de dire. C'est sorti comme un murmure. J'ai entendu des pas. La voix de Sarah. « Oh mon Dieu, Marguerite !» Puis, tout s'est passé vite. Ambulance, hôpital, radio, médecin, ange cassé, commotion cérébrale, déshydratation, 11 heures sur ce sol. « Vous avez de la chance », a dit le médecin. « Bien plus longtemps et, eh bien, vous avez de la chance. » De la chance. Je ne me sentais pas chanceuse. Je me sentais brisée, vaincue, finie. C'est là que David est venu, a conduit 6 heures, est entré dans ma chambre d'hôpital, visage pâle, effrayé. « Maman, mon Dieu, ça va ?» Et j'ai craqué, complètement craqué. J'ai commencé à pleurer, ne pouvais pas m'arrêter. « Je ne peux plus faire ça », j'ai dit. « Je ne peux pas vivre seule. Je ne peux pas continuer à être terrifiée chaque jour. Je ne peux pas. Je ne peux juste pas. » Il s'est assis, a pris ma main, n'a rien dit, et j'ai dit, à travers les larmes, à travers la douleur, à travers l'épuisement, « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelque chose, un plan, un système, quelque chose, parce que je ne peux pas comme ça. » Il a hoché la tête. « D'accord, on va trouver une solution, ensemble, je te le promets. » Et il le pensait. Je pouvais le dire, il le pensait, mais à ce moment-là, allongé dans ce lit d'hôpital, hanche cassée, esprit brisé, j'ai réalisé, il ne peut pas réparer ça, Léa ne peut pas réparer ça, personne ne peut réparer ça. Pour moi, je dois le réparer, moi-même, d'une façon ou d'une autre. Je suis rentrée 2 semaines plus tard, déambulateur, médicaments contre la douleur, kinésithérapie 3 fois par semaine. Sarah, chère Sarah, est venue ce premier jour. « Je suis tellement désolée », a-t-elle dit. « J'aurais dû vérifier plus tôt, j'aurais dû, quelque chose. »« Ce n'est pas ta faute », j'ai dit, et je le pensais. Mais ensuite, elle a dit quelque chose. Qui a tout changé ? Marguerite, faisons un système. Vous m'envoyez un texto chaque matin. Juste. Bonjour, pour que je sache que vous allez bien. Et je réponds. Et si l'une de nous n'envoie pas de message avant 8 heures, on appelle, on vérifie, on s'assure. Si simple, si évident, si gratuit. Oui, j'ai dit. Oui, s'il te plaît. Et on l'a fait. Commencé le lendemain matin. Mon téléphone. 7 heures. J'ai tapé. Bonjour, Sarah, seconde plus tard. Bonjour. Et pour la première fois en des mois, je me suis sentie plus en sécurité, pas en sécurité, mais plus en sécurité. Cette petite connexion, ce contrôle quotidien, ce n'était pas tout, mais c'était quelque chose. Et ça m'a donné une idée, une plus grande idée. Si je peux construire ça, ce petit filet de sécurité avec Sarah, puis-je construire puis-je créer un système, une vie qui fonctionne, même seule, même à 83 ans, même sans personne. Alors j'ai commencé à écrire tout, chaque idée, chaque stratégie, chaque solution, contrôle quotidien, contact d'urgence,
système d'alerte médicale que je pouvais réellement me permettre, ressources communautaires, planification financière, tout, pas juste pour moi, pour tout le monde, tous ceux qui font face à ça, cette solitude terrifiante, et c'est devenu un livre, le code de la liberté, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'apprends encore, comment survivre seul, comment construire des filets de sécurité, comment vivre, pas juste exister. Je l'ai publié il y a 3 semaines. Le lien est dans le commentaire épinglé. Et les gens le lisent, les gens me contactent. Suzanne de Lyon m'a envoyé un email, a dit « J'ai 68 ans, mon mari vient de mourir, je suis terrifiée. Votre livre, il m'a sauvée. » Robert de Toulouse a dit « J'ai mis en place le système de contrôle quotidien avec mon voisin. Je me sens déjà plus en sécurité. » Patricia de Bretagne a dit « La section financière, les feuilles de budget. J'ai enfin compris comment me permettre de l'aide. Et ça me rend si heureuse, parce que ils sont là-bas, tous ces gens, et peut-être que je peux les aider, même un peu, même d'ici, je pourrais encore le retirer, toujours terrifiée d'être jugée, que les gens pensent que je suis présomptueuse, idiote. Mais pour l'instant, il est là, parce que Suzanne en a besoin, Robert en a besoin, Patricia en a besoin. Et peut-être que vous en avez besoin aussi, parce que voilà ce que j'ai appris, ce que j'apprends encore. Être seul dans la vieillesse, c'est terrifiant, dangereux, déchirant, mais ce n'est pas impossible. Tu construis de petits systèmes, contrôle quotidien avec les voisins, plan d'urgence avec la famille, attente claire. Tu trouves un but, même un petit but, aider les autres, écrire, jardiner, quelque chose qui fait que tu comptes, tu acceptes l'aide quand elle vient, même si elle n'est pas parfaite, même si c'est juste. Emma qui apporte des dessins, Sarah qui envoie un texto bonjour, tu lâches prise de ce que tu pensais que la vie serait, les réunions de famille, les amitiés proches, les années dorées que tu imaginais, et tu construis ce qui peut réellement être, avec ce que tu as réellement. Maintenant, ma vie maintenant, ce n'est pas ce que je voulais, même pas proche, mais c'est vivable. Et certains jours, c'est même bien. Je me réveille, 7 heures, j'envoie un texto à Sarah. Bonjour. Elle répond. Bonjour. Je sais. Quelqu'un sait que je suis vivante. Quelqu'un vérifie. Quelqu'un s'en soucie. Emma visite. Parfois, après l'école, s'assoit sur ma terrasse, me parle du CE2. Je marche, chaque jour, autour du pâté de maison, lentement, déambulateur, mais je bouge, visible, vivante, je cuisine, petit repas, pour moi-même, vraie nourriture, parce que je le mérite, même seul, et j'écris, je réponds aux emails, des gens qui lisent le livre, des gens qui construisent leur propre système, leur propre filet de sécurité, et ça me donne un but, une raison, la preuve que je compte encore, certains jours, je suis encore seule, profondément seule, certains jours, je panique encore, imagine encore des désastres, me sens encore, terrifiée, mais je ne me noie plus, pas désespérée, pas en train d'attendre la mort, parce que j'ai un plan imparfait, petit plan, mais le mien, et ça marche, lentement, imparfaitement, mais ça marche. Je pense parfois à cet été de 74, quand j'avais 32 ans, mariée, jeune, pensais savoir ce que la vie serait. Je n'ai jamais imaginé ça, cette solitude, ce combat quotidien pour survivre, ce devoir tout construire de zéro, mais je suis là, encore en train de construire, encore, moi-même, et ça, c'est suffisant, ça doit être suffisant, je suis reconnaissante pour Sarah et Emma, pour mon corps qui guérit, pour cette maison, pour le lever du soleil, pour me réveiller aujourd'hui, reconnaissante même pour ce sol de salle de bain,
parce qu'il m'a appris, je peux survivre, je peux construire, je peux continuer. Et si vous faites face à ça, cette solitude, cette terreur, sachez ça, vous n'êtes pas seul à être seul. Des milliers d'entre nous, construisant des systèmes, créant des filets de sécurité, survivants, et nous pouvons nous aider les uns les autres à travers des livres, à travers des emails, en partageant ce qui fonctionne. Le livre, le code de la liberté, lien dans le commentaire épinglé, tout y est, Suzanne le lit, Robert le lit, Patricia le lit, et ils changent leur vie, construisent leur système, survivent. Je pourrais encore le retirer, toujours effrayé de l'exposition, du jugement, d'être trop visible, mais pour l'instant, il est là, parce que peut-être que vous en avez besoin, comme eux. Merci d'avoir été avec moi, d'avoir écouté l'une des histoires les plus difficiles que je connaisse. Si vous voulez être avec moi à nouveau, je serai là, toujours seul, toujours en train de construire, toujours en train de trouver des moyens de survivre. Prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous.